bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bienvenue pour ce nouvel épisode où nous avons choisi de vous emmener à 13 heures de vol de Paris, sur une île de l'océan Indien située à l'est du canal du Mozambique, Madagascar. Cinquième plus grande île du monde, Madagascar est un carrefour des routes migratoires où les enjeux géopolitiques et sécuritaires sont de plus en plus importants. Avec ses 5000 km de côte et sa position stratégique entre l'Afrique et l'Asie, Madagascar est un point névralgique pour les flux migratoires, notamment en direction de la métropole et de Mayotte. Ce territoire, grand comme la France et le Benelux réunis, fait face à des défis complexes en matière de contrôle des frontières et de lutte contre l'immigration irrégulière, où transitent chaque jour des milliers de personnes et de marchandises. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la commandant Nelly Rodride. Cet officier de police peut s'enorgueillir d'un passé déjà riche en expérience sur le territoire national, mais aussi dans des contextes multinationaux, en France comme à l'étranger. Et je suis partie au Mali pendant un an pour une mission civile de rétablissement de l'état de droit au Mali. Nelly sert désormais au sein de la DCSD, comme spécialiste de la sûreté et de l'immigration auprès des autorités malgaches. Avec son expérience sur le terrain, elle partage son quotidien à l'aéroport international d'Ivato, au cœur de la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains et d'immigration clandestine. Dans cet entretien, la commandant Rodride nous parle de ses collaborations avec la police locale, des formations qu'elle dispense et de l'importance cruciale de cette mission pour la sécurité des frontières, tant pour Madagascar que pour la France. Cet épisode est aussi l'occasion de revenir sur l'aspect humain de la coopération et la nécessité des relations avec les autorités locales. On peut avoir énormément de compétences, beaucoup d'expertise technique, j'entends. Ça peut être totalement inutile si on n'arrive pas à créer un lien en fait avec le partenaire. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion inédite au travers de cet entretien qui éclaire les enjeux migratoires actuels, la coopération internationale et l'impact direct de ces actions sur la protection des territoires européens. Un épisode passionnant qui aborde les défis stratégiques de cette île fascinante et complexe. Nous vous souhaitons une belle écoute. Commandant, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, au moment où je vous parle, pour commencer, vous êtes en train d'avoir la visite du général commandant la DCSD. Est-ce que c'est important quand on est coopérant de voir son chef quand on travaille à l'autre bout du monde ? Tout à fait, c'est très important. D'une part, pour qu'il puisse se rendre compte de manière concrète de toutes les actions de coopération internationale que nous mettons en place avec nos partenaires malgaches. C'est quand même la direction qui finance toutes nos actions. Donc pour nous, c'est important qu'ils se rendent compte de l'argent qui est utilisé, de quelle manière, quels sont les retours sur investissement, etc. Et je dirais à titre plus personnel,
Pour moi, c'est extrêmement important parce que je suis commandant de police, donc je fais partie du ministère de l'Intérieur. Je suis détachée auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, ça n'est pas en temps normal mon chef direct. Je l'avais déjà rencontré à Dakar au cours d'un séminaire 2 mois avant ma prise de fonction. Mais là, le revoir quasiment 2 ans après mon affectation pour lui montrer concrètement ce que j'ai réussi à réaliser en 2 ans, c'est à la fois une fierté et puis c'est très important, ça me tenait à cœur de lui montrer que nous n'utilisons pas l'argent du contribuable à mauvais escient. Très bien. Alors, on va maintenant apprendre à vous connaître un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet de vos missions. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours au sein de la police nationale, de la manière dont celui-ci vous a préparé à devenir une experte technique internationale pour la DCSD ? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai débuté ma carrière il y a 31 ans déjà, en sécurité publique. J'ai 26 ans de police nationale, mais j'ai fait une transition professionnelle vers la fonction publique hospitalière pendant 5 ans, puis je suis retournée à mes premières amours. Et au sein de la police nationale, j'ai occupé un poste en voie publique et procédure judiciaire en début de carrière. Puis j'ai passé quelques années à l'inspection générale des services, à la préfecture de police. Donc, on va dire en gros, mon parcours se décline sur 2 grandes périodes. Une période en opérationnel, donc voie publique, commandement, puis une période en direction générale. Donc, j'ai occupé un poste à la direction générale de la police nationale. Et à partir de cet instant, j'ai poursuivi toujours en direction centrale, en sécurité publique, puis à la formation. Et puis, en dernier lieu, à la direction de la coopération internationale, qui s'appelle maintenant Direction de la coopération internationale et de sécurité. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu cette envie, ce souhait de partir à l'étranger en expatriation. Parce que pendant plusieurs années, quasiment 7 ans, je travaillais avec cette direction au sein d'autres directions de police pour fournir des experts sur des missions courte durée. Donc en fait, je faisais déjà de la coopération internationale, mais de mon bureau, en envoyant des experts à l'étranger. Je me disais toujours, bon, j'aimerais bien voir l'envers du décor, l'autre côté, en fait, de la scène. Je ne partais pas pour des raisons, on va dire, familiales. Et puis, une opportunité s'est présentée. Donc, je l'ai saisie. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que je ne l'ai pas saisie du côté coopération bilatérale technique avec la direction de la coopération internationale. Je l'ai saisie avec l'Union européenne. Je suis entrée dans un vivier de l'Union européenne et ONU. J'ai été retenue dans ce vivier. On m'a proposé un poste au Mali. Il a fallu que je candidate, que je fasse mes preuves, que je prouve à l'Union européenne que j'avais les compétences et les capacités à être déployée à l'étranger. Et je suis partie au Mali pendant 1 an pour une mission civile de rétablissement de l'état de droit au Mali. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis vraiment le pied dans l'international, mais de manière opérationnelle à l'étranger et non plus à gérer des dossiers de coopération d'un bureau dans une direction de police française. Alors bon, il y a bien évidemment eu, donc vous venez de le dire, cette partie plus bureau, la partie opérationnelle, mais ça donne quand même un fort marquant international. Est-ce que ce marquant, en fait, c'est ce qui vous a motivé à rejoindre la coopération via la DCSD ? Est-ce que c'était pour vous une évolution naturelle ? C'était à la fois une évolution naturelle au niveau de ma carrière, mais c'était aussi un souhait un peu plus personnel. J'ai toujours été attirée par l'étranger et les étrangers, découvrir d'autres cultures. Je voyage beaucoup à titre privé. Donc, j'avais envie de me sentir utile aussi dans ces pays qui parfois, pour certains, ne bénéficient pas des mêmes moyens que ceux que nous avons dans notre pays. Donc, j'avais envie de partager, j'avais envie de dispenser des conseils, des formations auprès de partenaires étrangers. Donc, c'est à la fois le fait de travailler avec la direction de la coopération qui m'a donné un petit peu l'envie de cette expatriation, mais pour des raisons aussi un peu plus personnelles, parce que je suis très attirée par les cultures d'autres pays, aller à la rencontre d'autres personnes. C'est un petit peu tout ceci qui a fait que j'ai franchi le pas pour partir à l'étranger. Alors, une fois le pas franchi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre arrivée à la DCSD, de vos premières impressions et puis quels ont été ensuite les plus grands défis que vous avez rencontrés en vous lançant dans cette mission de coopération à Madagascar ?
Alors, mon arrivée à la DCSD, elle s'est passée extrêmement bien puisque d'un point de vue vraiment administratif et prise en charge, j'ai trouvé des interlocuteurs très disponibles. On m'a expliqué vraiment tout le processus en fait avant d'être déployée. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à ce qu'on appelle un stage d'expatriation qui est organisé par la Direction de la coopération internationale de sécurité, mais en partenariat avec la DCSD. Parce que, en fait, comme je rentrais du Mali et je n'avais que 3 mois pour pouvoir refaire mon passeport de service, faire toutes les formalités administratives. Donc, je n'ai pas pu participer à ce stage. Je suis repartie assez rapidement après une vraiment très courte période de congé. Et donc, me voici arrivée à Madagascar. Les plus grands défis en arrivant à Madagascar, ça a été de comprendre le partenaire, de me faire accepter, parce que je travaille dans un milieu assez atypique pour moi. Je travaille dans un aéroport, je suis conseillère sûreté immigration, et en fait, je sortais de ma zone de confort. Quand j'étais à l'Union européenne, j'étais principalement avec des policiers, des militaires, des gendarmes, des personnels civils. Là, j'arrivais dans un autre milieu avec toujours les mêmes entités, les services régaliens, police, gendarmerie, douane, mais toute une partie privée, compagnies aériennes, exploitants aérodromes qui sont des entités privées. Et ce qui était assez marquant pour moi également, c'est le fait d'être, contrairement aux autres coopérants de l'ambassade de France à Madagascar, je suis à 18 km de l'ambassade, je suis sur un poste on va dire relativement isolée puisque je travaille à l'aéroport, donc je ne vois pas très souvent mes collègues coopérants et experts techniques internationaux, même si on communique tous les jours. Je ne suis pas localement basée au même endroit qu'eux, donc voilà, c'est parfois des petits moments de solitude à mon arrivée. Je me suis retrouvée à l'hôtel pendant 1 mois, le temps de trouver un appartement, donc j'ai dû tout gérer. Ma prise de fonction, mon intégration au sein de l'aéroport, et à titre privé, trouver un appartement, etc. Même si j'ai été très soutenue par mes collègues. Mais voilà. Avant de rentrer dans le dur de votre mission, est-ce que tout ce parcours, le fait d'avoir été au Mali juste avant, d'avoir fait un passage très rapide en France avant de reprendre cette mission, toutes les compétences que vous avez développées sur ces précédentes expériences, est-ce qu'elles sont utiles aujourd'hui dans votre rôle à Madagascar, dans votre poste de coopérante ? Oui, totalement. Je fais des formations, en fait, je dispense des formations, je prodigue des conseils. Je n'ai pas, bien sûr, de rôle de manager ou de commandement, puisque ici, je ne suis pas policière. Cette casquette est restée en France. Je suis conseillère sûreté immigration. Donc, je n'ai pas de pouvoir en tant que fonctionnaire de police. Mais toutes mes expériences précédentes m'ont permis en fait de m'adapter assez rapidement et d'être polyvalente aussi. J'avais fait un peu d'immigration auparavant, mais tout le domaine, par exemple, de sûreté aéroportuaire, il a fallu que je me l'approprie aussi. Et ce qui m'a aidé, je pense, à être opérationnelle très rapidement, c'est ma capacité à m'adapter, ma polyvalence. Et ça, ce sont des qualités que j'ai développées vraiment tout au long de mes 31 ans de carrière dans la police, puisque j'ai occupé divers postes dans diverses directions en changeant tous les 3 ou 4 ans. 4 ans, c'était vraiment le maximum sur un poste occupé. Donc, et puis, mon goût de la communication m'a beaucoup aidé aussi, je veux dire. On va maintenant aborder votre mission proprement dite. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Qu'est-ce que la commandant Rodride fait à Madagascar ? Alors, j'ai 2 volets principaux. Un volet qui est très technique avec les formations, les conseils, surtout le volet immigration irrégulière et fraude documentaire. J'ai un volet très opérationnel qui est le contrôle des flux migratoires illégaux. Également la participation à des audits sur la sûreté. Je dispense des conseils en sûreté aéroportuaire. Donc je suis à la fois sur le terrain, au plus près des compagnies aériennes, de la police de l'air et des frontières, de la gendarmerie du transport aérien et des services douanes dans l'aéroport pour les soutenir en fait dans leur travail quotidien. Mais je suis aussi amenée à former à la fois les services police, gendarmerie, douane, mais également les entités privées, les agents d'enregistrement des compagnies aériennes par exemple. Voilà, donc j'ai vraiment ces 2 volets. Un volet très technique pédagogique de formation et un volet opérationnel
où j'essaye de lutter contre l'immigration irrégulière vers la France et l'Europe, de démanteler des réseaux de trafic d'êtres humains et de migration illégale. Alors justement, vous parliez de l'immigration illégale vers la France. C'est donc un aspect stratégique important de soutenir Madagascar dans cette lutte contre l'immigration illégale. Ça a un vrai impact pour l'État français. Oui, tout à fait. Madagascar, il faut savoir que c'est un pays en fait où il y a beaucoup de flux migratoires de la région des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord. Il y a énormément de passages à Madagascar. Il est très facile d'y entrer parce qu'il suffit d'acheter un visa à la frontière. Donc beaucoup de ressortissants de pays tiers arrivent ici. Certains fuient leur pays pour des raisons économiques. Ça peut être aussi pour des raisons plus dramatiques, une guerre. Voilà, donc du coup, c'est vraiment j'ai presque envie de dire, c'est presque un hub en fait de passage, de transit de tous ces pays où il y a actuellement de gros problèmes pour aller vers l'Europe ou la France en particulier. Il y a des lignes directes de Madagascar à Paris ou dans les départements et régions d'outre-mer, Mayotte, La Réunion par exemple. Donc voilà, c'est important pour moi de les soutenir parce que ce que j'essaye aussi de leur faire comprendre à mes partenaires malgaches, c'est que ce n'est pas seulement une lutte contre l'immigration vers la France illégale, mais c'est aussi de pouvoir contrôler leurs propres frontières sur ces arrivées avec tout ce que cela peut impliquer, la criminalité organisée, le terrorisme. Voilà, donc c'est un volet assez important pour moi et pour eux, et je sens bien qu'ils sont demandeurs en fait de cet appui. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type en tant que conseillère sûreté immigration à Madagascar ? Qu'est-ce que vous faites de ces journées ? Elles sont bien remplies d'après ce que vous disiez. Et quels sont les principaux acteurs avec lesquels vous travaillez ? Comment vous coordonnez tous ces services ? Comment vous êtes en relation avec toutes ces personnes dans votre quotidien ? Alors mon quotidien, donc je le découpe en 3 parties en fait. Le matin, pendant la matinée, je consacre en fait quelques heures à mes écrits administratifs parce que dans la coopération internationale, on agit beaucoup, on conseille, on forme, mais on écrit beaucoup aussi pour rendre compte à sa hiérarchie, à la direction de la nationale de la police aux frontières, par exemple. Dans toute la partie immigration, je suis obligée de rendre compte par des bilans semestriels, trimestriels de mon activité. En début d'après-midi, je me rends à l'aéroport pour être présente quand il y a des vols internationaux vers la France ou d'autres pays avec une connexion vers la France ou l'Europe. Donc, je suis au niveau du hall départ, près des compagnies. Je suis à leur disposition pour les conseiller. Je contrôle parfois des documents frauduleux. Je leur indique en fait toute la marche à suivre quand il y a en fait un problème de réglementation transfrontière. En fait, voilà, je les conseille sur les refus d'embarquement ou les acceptations. Bien que le conseiller sûreté immigration ne soit là que pour conseiller, je ne suis pas décideur, c'est la compagnie qui décide, mais je suis là pour les aider, pour les orienter. Une fois que les principaux vols ont quitté le territoire, je fais toujours ce que j'appelle une ronde. C'est pas vraiment une ronde, je ne patrouille pas, mais je me rends en fait dans toutes les zones de sûreté à accès réglementé. Parce que en fait, j'ai un badge qui me permet d'aller dans tout l'aéroport, en fait, dans toutes les zones, côté ville, public et côté réservé. Donc j'ai pour habitude en fait de me rendre partout juste pour vérifier si tout va bien en termes de sûreté, discuter avec mes partenaires. Je rencontre les personnels de la douane, les personnels de la société privée Amarante qui est en charge de la sûreté aéroportuaire à Madagascar, les compagnies, y compris je parle beaucoup avec le personnel d'entretien, le personnel qui assure la sécurité, parce que pour moi en tant que policière, même si ici je suis conseillère sûreté immigration, j'ai toujours cet œil en fait du policier à m'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou de sûreté. Donc voilà, c'est un petit peu mon quotidien. Je fais en général une coupure entre 17h, 18h à 20h, puisque c'est le seul créneau où il n'y a pas de vol pour l'aéroport de Divat, et j'y retourne à 20h30, 21h, principalement sur les vols Air France. Et j'y reste en général jusqu'à 23h, minuit, tout dépend. Vous faites partie du paysage maintenant à l'aéroport ? Je fais partie totalement du paysage, mais je ne suis pas la seule.
Toutes les entités malgaches travaillent beaucoup, donc je ne suis pas la seule. Mais oui, je fais partie du paysage, tout le monde me connaît. Il m'a fallu 3-4 mois pour être bien intégrée, je dirais, parce que au début, c'est vrai que on me voyait dans l'aéroport. Tout le monde ne savait pas forcément qui j'étais, mais là, maintenant, il n'y a vraiment plus aucun problème. Je suis totalement intégrée en immersion totale. Et j'ai la chance d'avoir un bureau qui est situé dans l'aéroport, ce qui n'est pas le cas de tous les coopérants qui exercent la même fonction que moi dans des pays étrangers, par manque de place, en fait. Aujourd'hui, comment se déroule la coopération, votre travail avec les autorités malgaches, alors que ce soit au niveau de l'aviation civile, des services de police des frontières, et puis, est-ce qu'il y a des différences que vous avez remarquées par rapport à vos expériences passées, à ce que vous aviez appris en France, ce que vous disent d'ailleurs aussi vos collègues CSI dans ces relations régulières que vous entretenez avec eux ? Alors concernant les relations, donc il faut savoir que pour tout ce qui est volet sûreté aéroportuaire, mon autorité de tutelle, si je puis dire, dans le pays, c'est le ministère des Transports. Et pour tout ce qui est immigration, lutte contre la fraude documentaire, c'est le ministère de la Sécurité publique. Ce qui correspond en fait à mon ministère en France, mon ministère d'origine, on va dire le ministère de l'Intérieur. Donc ces deux ministères, bien entendu, ont chacun une direction, direction générale de la police nationale et l'aviation civile de Madagascar pour le côté ministère des Transports. Donc moi, je suis vraiment au plus près de ces autorités. Et à l'aéroport, j'échange directement avec le chef du service central de la police de l'air et des frontières, qui est, on va dire, entre guillemets, le grand patron de toute la police sur tout le territoire. Donc j'ai vraiment un partenaire direct avec qui je peux communiquer, mettre en place des actions, recueillir ses besoins, etc. Donc ça, c'est un avantage par rapport à la France. En fait, le contact est beaucoup plus direct avec les partenaires. Il m'arrive de parler avec un directeur général de la police nationale, voire un ministre, ce que je ne pourrais pas faire dans mon pays parce que nous avons une hiérarchie au-dessus et que nous devons respecter le circuit hiérarchique. Ici, les contacts sont beaucoup plus, on va dire, fluides et directs, ce qui peut paraître surprenant en fait. J'ai le numéro de téléphone du ministre de la Sécurité publique, il vient de changer, mais le précédent, par exemple, au cours d'une cérémonie à l'ambassade américaine de Madagascar, m'avait donné son numéro WhatsApp en me disant « Vous m'appelez à n'importe quelle heure, en direct, si vous avez un problème, il n'y a pas de souci. » Donc c'est vraiment un lien qui est beaucoup plus proche, je dirais, que ce qu'on peut connaître. Bon, ça peut être une marque de confiance et de reconnaissance des compétences aussi. Là. Oui, voilà. Aussi, vous parliez de formation, on va y revenir juste après, mais d'abord j'aimerais savoir comment vous travaillez avec plusieurs services. Vous avez les numéros de téléphone portables des ministres, mais comment vous arrivez à coordonner ces actions justement avec les différents acteurs ? Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour avoir cette coopération interministérielle, interinstitutionnelle ? En fait, au niveau opérationnel à l'aéroport, on a régulièrement des réunions. On a créé un groupe commun avec les responsables de chaque entité. Et en fait, on essaye de coordonner nos actions par ce biais, avec l'exploitant aérodrome aussi, qui est quand même un partenaire essentiel dans la mise en place en fait de toute prévention sur la sûreté et la sécurité. On se voit en direct sur notre lieu de travail, donc on coordonne toutes nos actions de cette façon. Et de manière plus officielle et plus protocolaire, on a mis en place avec le coopérant expert technique international qui est chargé de conseiller le directeur général de la police. C'est aussi un commandant divisionnaire fonctionnel qui travaille à Madagascar aussi. On a ce qu'on appelle un comité de pilotage, un COPIL. Donc une fois dans l'année, on se réunit avec les partenaires à très haut niveau directeur général, et on évoque toutes les problématiques. On fait le bilan de l'année précédente. On essaye de voir les perspectives, ce qu'on pourrait mettre en place. On recueille leurs besoins pour amender un peu cette question. La coordination, je la fais aussi à travers les actions de coopération. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je monte une formation, je ne la consacre jamais qu'aux forces de sécurité intérieure, police, ou gendarmerie ou douane. En fait, je mélange les publics. Je ne peux monter ces actions de formation
que pour les services régaliens. D'accord. Je ne peux pas faire des formations pour les entités privées. Mais en tout cas, au niveau des forces de sécurité intérieure, je mélange toujours les publics pour justement donner une dynamique et pour entre guillemets, les forcer à travailler ensemble et à se coordonner, parce que chaque corps de métier a sa manière de faire, sa manière de voir les choses aussi. Donc en fait, moi j'ai un petit peu à cœur de mélanger tous les publics pour pouvoir mieux tendre vers une sécurité et une sûreté maximale en engageant toutes les unités. Si un jour il devait y avoir un événement important, tragique dans cet aéroport, toutes les forces seraient concernées. Voilà, c'est un peu de développer une culture de travail commune en fait pour aborder un problème, même si chacun a sa particularité après dans son domaine d'activité. Alors justement, à propos des formations, donc qui est une partie importante de votre mission, évidemment, avec les services régaliens malgaches, comment vous adaptez ces méthodes de formation pour répondre aux besoins spécifiques ? Est-ce que, notamment, c'est une demande de leur part ? Est-ce que vous êtes force de proposition en disant, bon, voilà, là, on pourrait faire ça en termes de formation, mettre ça en place ? Oui, complètement. En fait, je leur fais des propositions, je recueille leurs besoins et à partir de là, chaque année, nous avons une programmation annuelle qui est financée donc par la DCSD. Nous devons faire des propositions. Donc, moi, je contacte chacun de mes partenaires, je vois avec lui quels sont ses besoins. S'il n'a pas trop d'idées ou s'il n'a pas l'habitude, je vais lui faire des propositions en fonction de ce que j'ai pu observer. Surtout maintenant, depuis 2 ans, je me sens beaucoup plus à l'aise. La première année, je découvrais l'aéroport, donc c'était un petit peu plus difficile à donner un avis sur ce qu'il y a de lieu de faire. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise après 2 ans, donc je peux leur faire des propositions, mais j'essaye toujours en premier lieu de faire en sorte que ça vienne d'eux, en fait. Parce que le but, ce n'est pas de monter des actions ou faire des formations comme si j'étais dans mon pays. En fait, il faut que je m'adapte à leurs problématiques, au contexte local. Il faut savoir qu'ici, ils ont très, très peu de moyens matériels, peu de moyens humains aussi. Donc, il faut vraiment s'adapter au pays et aux partenaires. Pour ce qui est vraiment de la formation, celle qui m'occupe la majeure partie du temps, c'est sur la fraude documentaire et la réglementation transfrontière, puisque ils ont besoin de savoir, surtout la police de l'air et des frontières, 60% des effectifs viennent d'être renouvelés il y a moins d'1 mois. C'est énorme. Donc tout le travail effectué, c'est énorme. Tout le travail effectué depuis 2 ans est à recommencer. Bon, c'est pas un problème pour moi, je suis aussi là pour ça, hein. Mais voilà, ils ont besoin vraiment d'outils, de clés et d'un savoir-faire pour pouvoir contrôler les documents et savoir quel passager peut aller vers tel pays en raison de la réglementation Schengen qui est très particulière et celle des départements et régions d'outre-mer qui n'est pas du tout, bien que français, ne fait pas partie de Schengen, obéit à un autre code du droit d'asile et des étrangers et du séjour. Donc voilà, donc j'essaye de leur... Alors, concrètement, j'étais arrivée, pour tout vous dire, avec une mallette pédagogique d'1 semaine, comme n'importe quel coopérant français venant de France, ayant l'habitude. Donc j'étais arrivée avec une mallette d'1 semaine. Je me suis rapidement aperçue qu'il fallait aller à l'essentiel. Cette mallette a été réduite et sur une journée consacrée à la fraude documentaire et une journée consacrée à la réglementation transfrontière, j'arrive à obtenir en fait un minimum de résultats parce que il faut vraiment aller sur des choses concrètes et des problématiques propres à Madagascar. Justement, à propos de choses très concrètes, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous êtes en plus capable d'avoir des indicateurs, de le quantifier, une idée de l'impact de votre travail et de la formation en termes de sûreté aéroportuaire, de lutte contre l'immigration irrégulière ? Est-ce que ça, vous avez des exemples concrets là-dessus, des choses qui se sont matérialisées suite à votre intervention ? Alors, au niveau de la sûreté aéroportuaire, il faut savoir qu'il y a à la fois, donc Amarante, ce que je disais, une société privée qui est en charge de la sûreté. C'est un petit peu, si je peux me permettre cette expression, le bras armé de l'aviation civile de Madagascar. Donc, je peux conseiller, faire des propositions, mais je ne peux pas totalement, c'est pas une partie qui m'incombe à 100%. Donc, en termes de, je peux sensibiliser les autres services comme la police de l'air et des frontières, la gendarmerie sur la sûreté aéroportuaire, mais je ne peux pas me substituer à l'aviation civile
de Madagascar et Amarante qui sont en charge de cette partie. En revanche, je vois quand même des résultats à travers les actions de coopération basées sur la thématique sûreté aéroportuaire. Je vois bien qu'il y a une évolution à la fois des mentalités, à la fois une montée en compétences de ces personnels qui, au départ, à mon sens, n'avaient pas une culture de sûreté très développée. Je prends des exemples tout simples. Une porte avec un badge qui donne accès sur une zone réglementée. Certains, la porte est ouverte, c'est pas grave. Je n'ai pas de badge pour accéder à cette zone. Je toque, on ouvre la porte, j'y vais quand même. Donc voilà, tout ça. Un bagage abandonné, par exemple. J'ai eu le cas, il y a quelques mois, j'avais constaté qu'un passager avait laissé un objet parce qu'il était en surpoids dans ses bagages et il ne voulait pas payer de supplément. Donc, il a laissé cet objet. Donc, j'ai un petit peu observé. Plusieurs services sont passés à côté sans trop réagir. Un policier, un agent de sûreté, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai appelé un officier de police en lui disant « Mais là, je crois qu'il y a un bagage abandonné. J'entends un léger tic-tac. Je m'inquiète un peu. Que comptez-vous faire? Parce que on ne sait jamais. » Et en fait, j'ai vu que ce policier avait l'air un petit peu démuni. J'ai compris par la suite qu'il n'y avait pas vraiment de protocole écrit sur la gestion d'un bagage abandonné, par exemple. Et là, à partir de cet exemple, j'ai vraiment pensé qu'il y avait une urgence à sensibiliser aussi la police de l'air et des frontières à la sûreté. Parce que eux, ils sont dans un travail de contrôle des flux migratoires, immigration. Donc, la sûreté, il y a un autre partenaire qui la gère. Pas de souci, chacun est dans sa thématique. C'est donc à ce moment-là que je me suis dit non, il fallait vraiment que je développe une mallette pédagogique pour les sensibiliser, même si ça n'est pas mon travail premier. D'accord. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus d'objets abandonnés qui font tic-tac, normalement, qui restent comme ça pendant des heures. En tout cas, ils vont avoir une réaction autre que celle de regarder ou se dire tiens, je vais aller chercher l'hôtesse d'accueil qui va gérer le bagage avec une levée de doute. D'accord. À propos d'action, il y a celle que vous avez mis en place de l'immersion dans nos gendarmeries de transport aérien, les GTA, donc celle de La Réunion en l'occurrence. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Quels étaient les objectifs de cette immersion en GTA? Et puis j'aimerais aussi après qu'on aborde un petit peu les dons opérés par la France justement auprès des services malgaches que vous avez suivis. Oui. Alors concernant donc cette immersion, donc c'est un projet qui est en cours de finalisation, elle ne s'est pas encore faite, ça sera la dernière action de coopération pour l'année 2024. D'accord. Donc en fait, l'objectif, c'est de permettre au chef de la brigade de gendarmerie d'Ivat, qui n'est pas une gendarmerie du transport aérien, c'est une brigade de gendarmerie de l'aéroport. Bien sûr, il n'exerce que à l'aéroport, mais ça n'est pas une vraie GTA au sens propre du terme. Ils avaient ce projet de créer cette GTA. Donc, ce commandant de compagnie m'a sollicité. C'est lui, en fait, qui a fait ce premier pas. Donc, voilà, ça m'a fait bien plaisir puisque cette demande venait du partenaire, hein, pour une fois. Il m'a dit, voilà, j'aimerais bien aller en immersion dans une GTA pour pouvoir faire une proposition au ministre de la Défense et de la Gendarmerie nationale, donc ça c'est son ministère d'appartenance, faire une proposition pour monter une véritable GTA afin de monter en compétences, d'avoir plus de personnel et plus de moyens. Il me faudrait vraiment des éléments tangibles pour le convaincre que c'est important en fait de monter cette GTA. Donc à partir de cet échange avec lui, j'avais une autre action qui avait dû être annulée en raison de l'impossibilité d'obtenir un expert de la France à Madagascar parce qu'on était en pleine période des Jeux Olympiques à Paris. Donc, j'ai proposé en fait un argumentaire. J'ai fait un plaidoyer en fait auprès de mon chef de service qui l'a renvoyé à la DCSD en disant voilà, on a une action qui s'annule parce que nous n'avons pas d'expert. Moi, j'ai une autre idée. Envoyer ce commandant de compagnie dans une GTA pour qu'il puisse s'approprier en fait le fonctionnement d'une GTA, voir ce qu'il y a à mettre en place puisqu'il avait ce souhait de créer cette GTA à Ivat et l'aider dans ce projet de créer une GTA. D'accord. On a pu finaliser, ça a été accepté, le budget était déjà là et donc ce militaire en fait de la gendarmerie va partir début novembre en immersion à La Réunion. J'ai choisi La Réunion parce que forcément c'est plus proche de Madagascar. Bien sûr. 1 heure de vol. Donc, en termes de coût et en termes de disponibilité, c'était beaucoup plus rapide de le faire à La Réunion que dans une GTA à Roissy, par exemple, ou dans une autre grande ville.
Évidemment. Et sur les dons que la France fait, ça se matérialise comment en fait ? Alors en fait, au niveau de mon travail, je demande chaque année un budget de formation. Et dans ce budget de formation, qui doit me permettre de me déplacer dans les aéroports provinciaux, puisque je vous l'ai dit tout précédemment, je suis compétente sur 8 aéroports à Madagascar. Donc dans ce budget de formation, j'inclus une partie pour pouvoir acheter en fait du matériel, des loupes et des lampes UV afin qu'ils puissent utiliser ce matériel pour mettre en application ce que je leur apprends en fraude documentaire, en découverte et identification de faux documents. Voilà, ça c'est un exemple de don de la France à Madagascar. Après, dans mon projet, j'ai un budget de fonctionnement qui comprend à la fois l'utilisation de mon véhicule de service, l'ordinateur, l'accès à Internet, le téléphone, etc. Donc, j'ai un véhicule de service. Quand ce véhicule, qui en réalité, donc le projet, il faut savoir que c'est financé par la France, c'est pour le fonctionnement du projet, mais ça, c'est comme si tout le matériel que j'utilisais appartenait en réalité aux partenaires malgaches. D'accord. Je l'utilise dans le cadre de la coopération. Si demain mon contrat s'arrête et qu'il n'y a pas d'autres conseillers sûreté immigration après moi, tout ce que j'ai utilisé dans le cadre de ce projet d'appui et soutien en sécurité intérieure pour la police reviendra aux partenaires malgaches de toute façon. Donc, j'avais un véhicule qui était vraiment, on va dire, en bout de souffle, puisqu'il avait 12 ans. J'ai fait une demande pour obtenir un nouveau véhicule et voyant que la gendarmerie de l'aéroport d'Ivat, qui est censée assurer la sécurité, vérifier la sûreté côté piste de l'aéroport et côté ville, n'avait pas de véhicule pour patrouiller. Donc ici, ils ont, comme je vous l'ai dit, ils ont très peu de moyens, donc pas de véhicule de service pour patrouiller en périphérie de l'aéroport. Donc j'ai pensé que ça pourrait être un don utile, même si c'est un vieux véhicule, ça leur sert et je le vois tous les jours sur la piste ou en périphérie de la piste patrouiller, donc très utile. Après, il y a d'autres dons, je ne vais pas parler pour mes collègues coopérants, mais en sécurité civile, protection civile par exemple, il y a des dons de camions de pompiers pour aider au niveau des ouragans, des inondations, des feux de brousse, etc. J'ai d'autres collègues qui vont demander des dons pour développer je sais pas, en cybersécurité, par exemple, ou la police technique et scientifique, avoir des mallettes de détection, des produits stupéfiants, etc. Donc voilà, il y a toujours, dans chaque projet, en fait, on essaye de consacrer une petite part à des dons de matériel, en sachant que, en fonction des années, des restrictions budgétaires, on peut plus ou moins le faire. Mais la priorité reste quand même la pédagogie et le conseil, avec les experts que l'on fait venir en fait de France, des services de police ou de gendarmerie ou de protection civile pour monter des actions, pour les former. Mais si on peut apporter une contribution au niveau des dons, on le fait avec plaisir parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de moyens. Vous parliez de vos collègues coopérants et ça m'amène vers la dernière partie de ce podcast. Dans votre vie de coopérante, alors vous disiez que vous étiez un petit peu plus loin que les autres, un peu plus isolé dans l'aéroport. Est-ce que vous avez des relations avec les autres coopérants français ? Oui, donc en fait, on essaye de trouver des moments de convivialité en fait. Alors, les coopérants de mon service, on se voit en réunion de travail, on déjeune ensemble, on s'appelle, on essaye en fait de partager quelques moments avec d'autres expatriés français dans d'autres unions européennes par exemple ou d'autres entités ou même je les vois un peu moins mais c'est plus lié en fait à ma charge de travail. Bien sûr. Parfois c'est vrai, je ne suis pas très disponible. Alors, je me dis que je devrais peut-être me rendre un peu plus disponible pour partager plus de moments avec eux. Ça me rappelle en fait quand je suis arrivée le 10 décembre donc 2022, c'était juste avant les fêtes. Donc, j'étais seule à Madagascar et immédiatement, mes collègues, mes camarades gendarmes m'ont invitée à passer le réveillon de Noël avec eux en famille. Donc, je me suis retrouvée au milieu de 3 familles avec des enfants, un coopérant déguisé en Père Noël, des cadeaux pour les enfants. Donc, c'était très, très sympathique. Ils voulaient pas, en fait, ils savaient que j'étais seule puisqu'en célibat géographique sur ce poste et voilà, ils ont tenu absolument à ce que je partage un moment familial avec eux, donc c'était très appréciable pour moi. Est-ce que quand on est coopérante, alors et en plus alors dans un aéroport international, seul un petit peu plus loin de l'ambassade et de vos collègues, est-ce qu'on a quand même en tête de se dire je suis, de par ma fonction, de ma position, je suis aussi une représentante de la France et
Je ne dis pas que ça me met la pression, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a en tête quand même régulièrement ? Oui, totalement. En tout cas, moi, je l'ai en tête. Pour moi, en fait, on représente la France, bien sûr. On veut donner une bonne image aussi de notre pays, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut amener, en étant toujours humble, en faisant preuve d'humilité face aux partenaires, parce qu'il ne s'agit pas, en fait, d'arriver en disant, voilà, on va vous expliquer comment ça marche, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Mais pour moi, c'est très important. Je fais toujours très attention à ne pas froisser mes partenaires, parce que dans mon travail quotidien, je représente avant tout l'ambassade, donc l'ambassadeur de France, et au-delà, mon pays, mes autorités en France. Donc, pour moi, c'est important, en fait. J'essaye, en fait, de représenter mon pays dignement, en fait, à Madagascar. Quelle est la particularité d'un coopérant ? Il doit avoir quoi comme qualité ? Alors, un coopérant, je dirais que, pour moi, la première qualité, c'est le sens, en fait, du relationnel, de la communication. On doit savoir aller vers l'autre. On n'est plus en zone de confort, en fait. On n'est pas en franco-français. Là, c'est très facile. J'ai 31 ans de carrière en France. Bon, c'est mon pays. Au milieu de mes collègues policiers, il n'y a pas de souci. J'ai travaillé en interministériel, donc j'étais très à l'aise en France. Ici, même en travaillant en interministériel, je savais le faire avant, mais la différence, c'est que je suis dans un pays étranger, je ne suis plus chez moi. Donc pour moi, la première qualité, c'est d'avoir la capacité à aller vers l'autre, à communiquer, à savoir décrypter certains messages, l'écoute. La deuxième qualité, donc, c'est un sens de l'adaptabilité et de la polyvalence. L'adaptabilité parce que vous vous retrouvez à exercer une mission dans un contexte totalement différent. À Madagascar, beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup de problèmes matériels. Donc, il faut s'adapter au pays. Après, voilà, moi, ce sont vraiment les deux qualités que je vois essentielles. On peut avoir énormément de compétences, beaucoup d'expertise technique, j'entends. Ça peut être totalement inutile si on n'arrive pas à créer un lien, en fait, avec le partenaire. Donc, quand je dis sens du relationnel et de la communication, c'est vraiment savoir créer un lien avec le partenaire. Si vous ne savez pas vous faire accepter par le partenaire, créer une relation privilégiée, toutes vos compétences, toute votre expertise et toute votre expérience ne vous servira absolument à rien. Parce qu'il n'y aura pas, en fait, de retour. Qu'est-ce que vous allez ramener de cette expérience ? Alors, c'est une question difficile, tellement de choses. Déjà, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, puisque, comme je le disais, venant du Mali, je pensais en fait que Madagascar, c'était comme ce que j'avais connu au Mali ou sur d'autres missions courte durée au Niger, au Togo. Mais pas du tout. Chaque peuple a ses différences, sa culture, sa manière de fonctionner. Donc, humainement, je vais ramener beaucoup de choses. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment d'un point de vue humain, en fait, avoir pu connaître une culture encore différente de tout ce que j'avais connu avant. J'ai noué des relations aussi avec des expatriés, pas forcément mes collègues directs, bien sûr, mais aussi d'autres expatriés. Et je pense que ça, voilà, c'est ce qui me restera aussi. Et puis... que dire d'autre ? C'est déjà beaucoup. Une des dernières questions, si un collègue un jour vous passe un coup de téléphone en disant Nelly, on me propose de prendre ton poste une fois que tu seras partie, est-ce qu'il faut que je vienne ? Vous allez lui répondre quoi ? Je vais lui répondre n'hésite pas, fais ta valise et arrive. Parce qu'en fait, la première année, vraiment, je l'ai trouvée difficile. Je l'ai trouvé difficile, le temps d'être vraiment intégré, en fait. La deuxième année, on commence à être plus à l'aise. La troisième et la quatrième, je crois que là, je vais vraiment, entre guillemets, me faire encore plus plaisir dans mon travail parce que je me sens vraiment très à l'aise maintenant. Donc, je lui donnerai bien sûr certains conseils. Et le premier conseil que je lui donnerai, c'est de prendre le temps aussi de connaître les gens et de s'adapter au pays. Parce que moi, je suis quelqu'un avec une personnalité un petit peu, comment dire, j'avoue que je peux ne pas être très patiente dans ma vie privée, parce que j'aime bien que les choses aillent vite et je voulais être opérationnelle tout de suite. Je voulais mettre en place des actions tout de suite, ne serait-ce que pour montrer que je suis capable de le faire. J'ai une expertise, une compétence que je peux partager. Donc, j'ai peut-être, je dirais, avec le recul, que j'ai peut-être voulu aller trop vite en arrivant. Et je pense qu'il faut vraiment
prendre le temps de connaître son partenaire et ses collègues de travail, etc., avant de vouloir aller trop vite. Donc, je lui donnerai des conseils, mais je lui dirais que c'est une expérience extraordinaire pour peu qu'on ait vraiment envie de la vivre. Et même s'il y a des moments parfois difficiles, peut-être des moments de doute aussi, c'est très enrichissant. En fait, je quitterai Madagascar avec un œil totalement différent, aussi sur ma façon de vivre, mon confort de vie, etc. Les Malgaches sont très, très résilients. Ils ont vraiment très peu de choses, pour pas dire rien. Et ça, j'ai une admiration devant leur résilience face à leurs conditions de travail que j'observe tous les jours à l'aéroport. Ma dernière question, c'est une question récurrente dans ce podcast. Bon, j'ai déjà une petite idée, mais est-ce que vous êtes une coopérante heureuse ? Totalement, totalement épanouie. Ma famille me manque parfois, mais on a mis en place un système grâce à la technologie. Donc, on communique avec mon mari, par exemple. On se parle tous les jours et on se fait des Skype, en fait, tous les jours. Donc, voilà, on garde ce lien, ou par téléphone ou par Skype, avec le reste de ma famille aussi. Des petits messages, je leur envoie beaucoup de photos, je partage beaucoup de choses avec eux, je leur explique ce que je fais. Voilà, donc, même s'il y a le manque physique parfois qui est là, il y a toujours ce lien. Donc, oui, je peux affirmer que je suis totalement heureuse à Madagascar. Et surtout dans cette expatriation. Et j'espère, alors je suis plutôt sur la fin de ma carrière, on va dire, il me reste 5-6 ans à faire, mais j'espère connaître encore une expérience comme celle-ci. C'est bien noté et le message est passé. Commandant, merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Merci à vous, merci, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.